Au milieu d'une fête luxueuse, un milliardaire paralysé est tombé dans la piscine sans que personne ne s'en aperçoive. Entouré de politiciens et d'hommes d'affaires, il s'enfonçait lentement tandis que tout le monde riait et trinquait. C'est la fille de la domestique, une petite fille de 7 ans, qui a plongé sans hésiter. Son geste inattendu a non seulement sauvé une vie, mais il a également révélé des secrets qui allaient détruire un empire. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Sous le soleil brûlant de Cannes, la villa des Fontenay resplendissait comme un joyau posé sur la colline, surplombant la Méditerranée. Les jardins luxuriants débordaient d'invités en tenues élégantes, verres de champagne à la main, tandis que les serveurs en livrée blanche slalomaient entre les groupes avec une grâce étudiée. Laurent Fontenay, magnate de la technologie et fondateur de Nexus Technologies, venait de conclure un accord de plusieurs milliards d'euros avec une entreprise chinoise. Une transaction qui faisait de lui l'un des hommes les plus influents de la French Tech. Pourtant, malgré ce succès retentissant, Laurent observait la scène avec un détachement glacial depuis sa terrasse privée. Immobilisé dans son fauteuil roulant high-tech, conséquence d'un accident de voiture survenu 2 ans plus tôt, il scrutait ses invités avec une expression indéchiffrable. Sa silhouette autrefois imposante semblait rétrécir sous le poids de son handicap, mais son regard gris acier n'avait rien perdu de sa perspicacité. « Laurent, mon chéri, tu devrais te joindre aux invités. Tout le monde demande après toi. » Elisabeth Fontenay, son épouse, s'approcha de lui en posant délicatement sa main manucurée sur son épaule. Grande, blonde et d'une élégance sans faille, elle incarnait la perfection sociale que Laurent avait toujours recherchée. « Je préfère rester ici », répondit-il sèchement sans même lever les yeux vers elle. Un silence inconfortable s'installa entre eux, rempli de non-dits et de frustrations accumulées. Elisabeth soupira discrètement avant de retourner vers les invités, son sourire parfait retrouvé en un instant, comme si elle enfilait un masque. Laurent la regarda s'éloigner, conscient du gouffre qui s'était creusé entre eux depuis son accident. Il savait qu'elle entretenait une relation avec Victor Beaumont, son ancien associé, mais il s'en moquait. Leur mariage n'était plus qu'une façade, maintenue pour préserver les apparences et l'image de l'entreprise. De l'autre côté de la propriété, près des cuisines, une petite fille aux cheveux bouclés et aux grands yeux noisettes observait la fête avec curiosité. Léonie Roussel, 7 ans, balançait ses jambes en mangeant une part de gâteau qu'un serveur compatissant lui avait glissé en douce. Elle accompagnait sa mère, Manon Roussel, femme de ménage à temps partiel dans la villa, qui travaillait exceptionnellement ce dimanche pour l'événement. N'ayant personne pour la garder, Manon avait dû emmener sa fille, lui recommandant de rester discrète et de ne déranger personne. « Maman, pourquoi le monsieur dans la chaise à roues ne sourit jamais ?» demanda Léonie lorsque sa mère passa près d'elle pour récupérer des serviettes propres. Manon jeta un regard nerveux vers la terrasse où se trouvait Laurent. « C'est monsieur Fontenay, ma chérie. Il a eu un grave accident qui l'a beaucoup changé. Ne le dérange surtout pas, d'accord ?» Léonie hocha la tête, mais son regard restait fixé sur l'homme solitaire. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui l'intriguait, une tristesse qu'elle reconnaissait d'instinct, elle qui avait perdu son père à peine 2 ans plus tôt. Pendant ce temps, Laurent avait décidé de se rapprocher de la piscine olympique, où la plupart des invités s'étaient rassemblés. Il manœuvra son fauteuil électrique avec habileté, évitant les regards emplis de pitié qu'il détestait tant. Le bruit de la fête l'oppressait, rires forcés, conversations superficielles, musique trop forte. Il s'arrêta au bord de l'eau, observant les reflets du soleil qui dansaient sur la surface bleue. Au même moment, Thomas, le fils de 8 ans des Fontenay, jouait avec un drone télécommandé près de la piscine, ignoré par sa mère, trop occupée à briller en société. L'enfant, solitaire et renfermé depuis l'accident de son père, évitait la foule des adultes. Son drone s'éleva dans les airs, tournoyant dangereusement près de Laurent. « Thomas, fais attention !» cria Laurent, mais sa voix fut noyée dans le brouhaha ambiant. Le drone frôla sa tête avant de tomber dans la piscine avec un plouf à peine audible. Laurent se pencha légèrement pour voir où l'appareil avait coulé. C'est alors qu'il sentit son fauteuil devenir instable. Une fraction de seconde plus tard, il bascula en avant, entraîné par son propre poids. L'eau glacée l'enveloppa brutalement. La panique le submergea instantanément. Ses jambes inertes l'entraînaient vers le fond,
tandis que ses bras battaient faiblement l'eau. Son esprit, habituellement si vif, se figea dans une terreur primitive. Personne ne l'avait vu tomber. La musique continuait, les conversations se poursuivaient, les serveurs circulaient. Laurent Fontenay allait mourir sous les yeux indifférents de ses invités. Mais quelqu'un l'avait vu. Léonie, qui s'était approchée discrètement de la piscine, avait assisté à toute la scène. Sans hésiter une seconde, elle posa son assiette et courut vers le bord. « Monsieur tombe! Monsieur tombe !» cria-t-elle, mais sa petite voix se perdit dans le tumulte de la fête. Comprenant que personne ne l'entendait, Léonie prit la décision la plus courageuse de sa jeune vie. Elle sauta dans l'eau, sa robe fleurie se déployant autour d'elle comme une corolle. La profondeur de la piscine la surprit. Elle savait nager, mais jamais elle n'avait plongé dans une eau si profonde. Elle aperçut le corps de Laurent qui s'enfonçait lentement, ses yeux grands ouverts fixant la surface qui s'éloignait. Léonie battit des jambes de toutes ses forces, s'enfonçant vers le fond. Ses petites mains agrippèrent la chemise de Laurent et elle tira de toute la puissance de son corps frêle. Impossible de le remonter. Elle changea de stratégie, saisissant sa cravate pour tirer son visage vers la surface. L'air commençait à lui manquer, mais elle tint bon, battant des jambes frénétiquement. Après ce qui lui sembla une éternité, elle parvint à ramener la tête de Laurent à la surface. « Au secours !» hurla-t-elle de toutes ses forces, sa voix aiguë, perçant enfin l'atmosphère festive. Le silence tomba comme un coup près. Tous les regards se tournèrent vers la piscine, où une petite fille trempée maintenait à flot le corps inerte du maître des lieux. Le choc se lisait sur tous les visages. Banquiers, politiciens, célébrités, tous figés dans une incrédulité collective. « Mon Dieu, Laurent !» Le cri déchirant d'Elisabeth brisa la stupeur générale. Les agents de sécurité se précipitèrent, plongeant pour extraire Laurent et Léonie de l'eau. Manon accourut, le visage déformé par l'angoisse, serrant sa fille grelottante contre elle. « Léonie, qu'as-tu fait ?» Laurent fut allongé sur le bord de la piscine, inconscient, le teint blafard. Un médecin présent parmi les invités pratiqua immédiatement les premiers secours, tandis qu'une ambulance était appelée en urgence. Léonie, tremblante de froid et de peur, observait la scène, les yeux écarquillés, blottie dans les bras, de sa mère qui l'enveloppait dans une serviette. « Ta fille vient de sauver la vie de mon mari », murmura Elisabeth à Manon, le regard oscillant entre la gratitude et l'embarras. Comment expliquer que l'homme le plus puissant de leur cercle avait été sauvé par une enfant de 7 ans, pendant que tous les adultes présents n'avaient rien remarqué? Les jours qui suivirent l'incident bouleversèrent complètement la vie tranquille de Manon et Léonie Roussel. Leur modeste appartement dans le quartier populaire de la Boca, à quelques kilomètres de la splendeur de la Croisette, fut assailli par les journalistes. Les gros titres fleurissaient partout. Une fillette héroïque sauve le magnate de la tech, l'ange gardien de Laurent Fontenay, le miracle de Cannes. La télévision, la radio, les journaux, tous voulaient rencontrer la petite fille qui avait plongé sans hésiter pour sauver un homme que la société considérait comme intouchable. Manon, débordée et inquiète, tentait de protéger sa fille de cette soudaine célébrité. Elle avait dû prendre des jours de congé de son 2e emploi à la boulangerie pour gérer cette situation imprévue. « Je ne comprends pas pourquoi tout le monde veut me parler », répétait Léonie avec l'innocence de ses 7 ans. « J'ai juste aidé le monsieur qui tombait. » À l'hôpital privé de Cannes, Laurent Fontenay reprenait lentement conscience. Les médecins avaient confirmé qu'il avait frôlé la catastrophe. Quelques minutes de plus sous l'eau, et son cerveau aurait subi des dommages irréversibles. Dans la chambre luxueuse où il se remettait, entouré de machines sophistiquées et de fleurs coûteuses, ses premiers mots furent « La petite fille. Je veux voir la petite fille. » Elisabeth, qui n'avait pas quitté son chevet malgré la froideur habituelle de leur rapport, fronça les sourcils. « Tu parles de l'enfant de la femme de ménage ? Laurent, tu dois te reposer. Les médecins disent que tu as besoin de calme. » Mais Laurent insista, avec une détermination qu'elle ne lui avait pas vue depuis longtemps. « Je serais mort sans elle. Je veux la remercier. » Pendant ce temps, dans les bureaux luxueux de Nexus Technologies au cœur de Sophia Antipolis, la technopole située entre Cannes et Nice, l'agitation régnait. Jean-Marc Dufresne, bras droit de Laurent et directeur, financier du groupe, orchestrait une stratégie de communication pour gérer ce qu'il considérait comme une crise d'image. « Nous devons contrôler le récit », martelait-il aux responsables des relations publiques. Comment expliquer que notre PDG ait été sauvé par une gamine,
pendant que des dizaines d'adultes, dont sa propre femme, ne remarquaient rien. À ses côtés, Antoine Valmont, ancien associé de Laurent et maintenant responsable de la recherche et développement, observait la situation avec un détachement calculateur. « Peut-être pouvons-nous transformer cela en opportunité », suggéra-t-il. « Une histoire touchante de résilience, d'humanité. Le genre de choses qui fait pleurer dans les chaumières et qui pourrait masquer les difficultés que nous rencontrons avec les autorités fiscales. » Jean-Marc hocha la tête, appréciant la perspicacité de son collègue. « J'ai pensé à quelque chose. Et si nous offrions un contrat à la mère et à l'enfant, la petite pourrait devenir une sorte de mascotte pour l'entreprise, une histoire inspirante pour notre rapport annuel de responsabilité sociale. » Antoine sourit. Et cela nous donnerait un certain contrôle sur ce qu'elles peuvent dire aux médias. Une clause de confidentialité bien ficelée et le tour est joué. À l'insu des deux hommes, Camille Mercier, jeune analyste financière récemment recrutée, écoutait leur conversation depuis la salle adjacente, la porte étant restée entr'ouverte. Troublée par ce qu'elle venait d'entendre, elle se retira discrètement. Depuis plusieurs semaines, elle avait remarqué des irrégularités dans les comptes de l'entreprise, mais n'avait pas osé en parler, intimidée par la réputation impitoyable de Jean-Marc. Maintenant, elle comprenait mieux ce qui se tramait. 3 jours après l'incident, Léonie fut finalement autorisée à rendre visite à Laurent Fontenay. Accompagnée de sa mère, elle entra timidement dans la chambre d'hôpital, serrant contre elle un dessin coloré qu'elle avait fait pour lui. Laurent, dont le visage s'était adouci à sa vue, lui tendit la main. « Bonjour Léonie, grâce à toi je suis encore là. » La petite fille s'approcha étonnamment à l'aise. « Bonjour monsieur, j'ai fait un dessin pour vous. C'est vous et moi et on nage ensemble. Comme ça, la prochaine fois, vous n'aurez pas peur de l'eau. » Elle lui tendit fièrement son œuvre. Laurent examina le dessin, des formes simples et naïves, pleines de couleurs vives, représentant un homme souriant nageant à côté d'une petite fille aux cheveux bouclés. Une émotion étrange l'envahit. Depuis combien de temps n'avait-il pas ressenti une telle authenticité dans les relations humaines? Combien de temps depuis qu'on l'avait regardé comme un homme, et non comme un symbole de pouvoir ou un objet de pitié? C'est magnifique, Léonie. Je vais le garder près de moi. Il se tourna vers Manon, qui se tenait en retrait, visiblement mal à l'aise dans cet environnement clinique et luxueux. « Madame Roussel, je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que votre fille a fait. » Manon, gênée, baissa les yeux. « C'est Léonie qu'il faut remercier, monsieur. Elle a agi d'instinct. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle ferait une chose pareille. » J'étais terrifié quand j'ai compris ce qui s'était passé. Laurent hocha la tête, puis après une hésitation déclara « J'aimerais vous faire une proposition. » Il expliqua alors qu'il souhaitait que Léonie devienne sa compagne thérapeutique, un terme inventé pour l'occasion. Il proposait d'engager Manon comme assistante personnelle, avec un salaire considérablement plus élevé que ce qu'elle gagnait comme femme de ménage. Elle pourrait s'installer dans le pavillon d'invités de la villa, un petit bâtiment indépendant mais luxueux situé dans le parc. Face à l'hésitation visible de Manon, il ajouta « Bien sûr, Léonie poursuivrait sa scolarité normalement. Il s'agirait simplement de passer quelques heures avec moi chaque semaine. » Elle m'a rappelé qu'il y a encore de la spontanéité et de la sincérité dans ce monde. Avant que Manon puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer Elisabeth accompagnée de Jean-Marc. Tous deux semblaient contrariés de trouver Laurent en pleine conversation avec la femme de ménage et sa fille. « Laurent, ton médecin a insisté sur le besoin de repos. » intervint Elisabeth d'un ton faussement concerné. Puis, se tournant vers Manon avec un sourire forcé, « Madame Roussel, Jean-Marc a justement quelques papiers à vous faire signer. Une simple formalité administrative pour régulariser la situation. » Jean-Marc sortit une enveloppe de sa serviette en cuir. « Rien de compliqué, madame, juste un accord standard de confidentialité et une petite compensation pour les désagréments causés par toute cette publicité. » Laurent fronça les sourcils. « Jean-Marc, je viens de proposer à madame Roussel et à sa fille de s'installer dans le pavillon d'invités. Léonie m'a sauvé la vie. Je leur dois bien plus qu'un accord standard. » Un silence tendu s'installa dans la pièce. Jean-Marc et Elisabeth échangèrent un regard inquiet, tandis que Manon, de plus en plus mal à l'aise, serra la main de sa fille. « Maman !» chuchota Léonie, tirant doucement sur la manche de sa mère. « Le monsieur a l'air gentil maintenant. Mais la dame et l'autre monsieur me font peur. Ils regardent comme les méchants dans mes dessins animés.
Cette remarque enfantine, prononcée avec la franchise désarmante propre aux enfants, fit l'effet d'une bombe dans la pièce. Laurent éclata d'un rire spontané, le premier depuis des mois, tandis qu'Elisabeth pâlissait, très visiblement. « C'est décidé alors », déclara Laurent en retrouvant son sérieux. « Madame Roussel, réfléchissez à ma proposition. Je veux que vous et Léonie sachiez que ma porte vous sera toujours ouverte. » En quittant l'hôpital ce jour-là, Manon était profondément troublée. L'offre était tentante, un salaire confortable, un logement de luxe pour elle et sa fille, la fin de ses soucis financiers. Mais elle sentait instinctivement qu'en acceptant, elle entrerait dans un monde bien plus complexe et dangereux que celui qu'elle connaissait. Le pavillon d'invités de la Villa Fontenay était un petit bijou architectural, niché au cœur d'un jardin méditerranéen. Ses murs blancs, ses volets bleus lavande et sa terrasse ombragée par une glycine centenaire contrastaient avec la modernité ostentatoire de la résidence principale. C'est dans ce havre de paix que Manon et Léonie Roussel s'installèrent 2 semaines après l'incident. Manon ayant finalement accepté la proposition de Laurent après plusieurs nuits d'insomnie et de questionnement. « C'est comme dans un conte de fées, maman », s'exclama Léonie en découvrant sa nouvelle chambre, décorée spécialement pour elle avec des meubles colorés, des étagères remplies de livres et une collection de peluches qui l'attendaient sur le lit. Sa joie enfantine était contagieuse, et même Manon ne put s'empêcher de sourire malgré ses appréhensions. Laurent, rentré de l'hôpital quelques jours plus tôt, avait insisté pour superviser personnellement l'aménagement du pavillon. Pour la première fois depuis son accident, il semblait animé d'une énergie nouvelle, donnant des instructions précises sur la décoration, commandant des jouets et des livres adaptés à l'âge de Léonie et s'assurant que Manon disposerait de tout le confort nécessaire. Cette transformation n'échappait pas à Elisabeth, qui observait avec un mélange de perplexité et d'irritation ce regain d'intérêt de son mari pour des choses aussi triviales que la couleur des rideaux ou le choix d'une collection de livres pour enfants. « Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop ?» lui demanda-t-elle un soir alors qu'il venait de passer 1 heure au téléphone pour dénicher une édition particulière des Contes de Perrault. « Cette petite t'a sauvé la vie, certes, mais ce n'est pas une raison pour bouleverser la nôtre. » Laurent la fixa avec ce regard froid qu'il réservait désormais à leurs rares échanges. « Notre vie ? Quelle vie, Elisabeth ? Celle où tu fais semblant de t'intéresser à moi pendant que tu couches avec Victor ? Ou celle où notre fils grandit comme un fantôme dans cette maison, ignoré par ses 2 parents ?» Il manœuvra son fauteuil pour lui tourner le dos, signifiant que la conversation était terminée. Thomas, justement, semblait être le seul membre de la famille Fontenay à partager l'enthousiasme de son père pour les nouvelles venues. Timide et réservé, l'enfant s'était pourtant approché de Léonie dès son arrivée, lui offrant maladroitement de lui montrer sa collection de maquettes d'avions. Les 2 enfants avaient rapidement développé une complicité touchante, passant des heures à jouer ensemble dans le vaste jardin ou à construire des cabanes avec les coussins du salon. Il n'a jamais eu d'amis. Confia Laurent à Manon un après-midi alors qu'ils observaient les enfants depuis la terrasse. Même avant mon accident, nous déménagions constamment, suivant l'expansion de l'entreprise. Et puis il y a eu l'incident. Depuis, il s'est replié sur lui-même. C'est la première fois que je le vois rire sincèrement depuis 2 ans. Manon, qui commençait à s'habituer à son nouveau rôle d'assistante personnelle, hocha la tête. Les enfants ont cette capacité incroyable à se lier, sans les barrières que nous, adultes, construisons. Léonie a toujours eu ce don de connecter avec les autres. Elle hésita un instant avant d'ajouter « Elle tient ça de son père. Il était animateur socio-culturel. Il savait parler à tout le monde, créer des liens. » « Était ?» interrogea doucement Laurent. « Il nous a quittés il y a 2 ans. Un problème cardiaque soudain. » Manon détourna le regard, la douleur encore visible dans ses yeux. C'était inattendu. Il avait 34 ans. Un silence respectueux s'installa entre eux, créant un moment de communion inattendu dans leur deuil respectif, elle ayant perdu son mari, lui ayant perdu sa mobilité et, d'une certaine façon, sa vie d'avant. La routine qui s'établit dans les semaines suivantes apporta une étrange harmonie à la Villa Fontenay. Léonie passait 1 heure chaque après-midi avec Laurent, lui racontant sa journée à l'école, lui posant 1000 questions sur les inventions de son entreprise, ou simplement dessinant tranquillement pendant qu'il travaillait sur son ordinateur. Sa présence fraîche et spontanée semblait apaiser Laurent,
qui retrouvait peu à peu le goût de l'interaction sociale. Manon, quant à elle, s'occupait de coordonner l'agenda personnel de Laurent, filtrant ses appels et organisant ses rendez-vous médicaux. Elle découvrait un homme complexe, exigeant et parfois cassant avec ses employés, mais capable aussi d'une écoute attentive et d'une générosité discrète. Un homme profondément blessé par son handicap, luttant chaque jour contre un sentiment d'impuissance qui le rongeait. Cette tranquillité relative fut cependant de courte durée. Un matin, alors que Manon apportait le courrier à Laurent dans son bureau, elle surprit une conversation tendue entre celui-ci et Jean-Marc Dufresne. « Les auditeurs deviennent insistants, Laurent, » disait Jean-Marc, le visage crispé. « Ils posent des questions sur les transferts vers les comptes offshore. Je ne pourrai pas les tenir à distance éternellement. Ce sont nos comptes légitimes pour les opérations internationales. » répliqua Laurent agacé. « Tout est parfaitement documenté. Pas les transactions que tu as autorisées l'an dernier, juste avant ton accident. Celles-là sont problématiques. » Jean-Marc baissa la voix, mais pas suffisamment. « Si les autorités fiscales mettent la main sur ces documents, nous sommes fichus. » Manon, figée sur le seuil de la porte, laissa accidentellement tomber une enveloppe. Le bruit attira l'attention des deux hommes qui se tournèrent brusquement vers elle. « Madame Roussel, » dit Laurent d'une voix étrangement calme. « Merci pour le courrier. Vous pouvez nous laisser maintenant. » Manon hocha la tête et se retira précipitamment, le cœur battant. Avait-elle surpris quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre? Les mots « compte offshore » et « autorité fiscale » résonnaient dans son esprit, éveillant une inquiétude sourde. Cette inquiétude se confirma le soir même, lorsqu'en préparant le dîner dans la cuisine du pavillon, elle reçut la visite inattendue d'Elisabeth. La maîtresse de maison, habituellement distante, entra sans frapper et referma soigneusement la porte derrière elle. « Madame Roussel, » commença-t-elle d'une voix basse et contrôlée, « j'espère que vous et votre fille vous plaisez ici. » Sans attendre de réponse, elle poursuivit. « Je tenais à vous rappeler l'importance de la discrétion dans votre position. Les affaires de mon mari sont complexes et certaines conversations privées doivent le rester. » Manon sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Le ton doucereux d'Elisabeth cachait mal une menace à peine voilée. « Bien sûr, madame. Je comprends parfaitement l'importance de la confidentialité. »« J'en suis ravi. » Elisabeth sortit de son sac à main une enveloppe qu'elle posa sur le comptoir de la cuisine. « Considérez ceci comme une prime de discrétion pour les services rendus à notre famille. » Après son départ, Manon ouvrit l'enveloppe pour y découvrir une somme d'argent considérable en espèces. Ce geste, loin de la rassurer, ne fit qu'accroître son malaise. Que se passait-il réellement dans cette maison? Dans quelle toile d'araignée s'était-elle laissée prendre avec sa fille? Ce soir-là, incapable de trouver le sommeil, Manon fut surprise d'entendre des coups légers à sa porte. C'était Camille Mercier, la jeune analyste financière qu'elle avait croisée à plusieurs reprises lors de réunions au domicile. « Pardonnez-moi de vous déranger si tard, » murmura Camille, visiblement nerveuse. « Mais je dois absolument vous parler. C'est au sujet de M. Fontenay et de ce qui se passe réellement chez Nexus Technologies. » Les révélations de Camille cette nuit-là bouleversèrent profondément Manon. La jeune femme lui expliqua qu'elle avait découvert des preuves de malversation financière massive au sein de l'entreprise. Blanchiment d'argent, évasion fiscale, falsification de documents comptables. Plus troublant encore, elle soupçonnait que l'accident qui avait paralysé Laurent n'était peut-être pas si accidentel. Il commençait à poser des questions, à s'inquiéter de certaines opérations initiées par Jean-Marc et Antoine, expliqua Camille. Et puis, comme par hasard, sa voiture a eu ce mystérieux problème de frein sur la route de Monaco. « Mais pourquoi me dire tout cela ?» demanda Manon, désorientée par ces révélations. « Parce que votre fille a sauvé Laurent et maintenant vous êtes en danger, » répondit gravement Camille. « Je crois que Jean-Marc et les autres craignent que Laurent ne se confie à vous. Ils vous surveillent. L'incident de la piscine, j'ai entendu Jean-Marc suggérer qu'il pourrait l'utiliser comme une diversion médiatique au moment où les enquêteurs commencent à s'intéresser de trop près à leurs activités. » La révélation de Camille laissa Manon dans un état de confusion et d'angoisse. Cette nuit-là, elle resta éveillée jusqu'à l'aube, observant sa fille qui dormait paisiblement, inconsciente des ombres qui s'étendaient autour d'elle. «
que devait-elle faire? Confronter Laurent? Fuir avec Léonie? Ou ignorer ses accusations, qui pouvaient très bien n'être que les divagations d'une employée paranoïaque? Au petit matin, épuisée mais résolue, Manon prit une décision. Elle observerait, écouterait et agirait uniquement lorsqu'elle aurait ses propres preuves. Sa priorité absolue était la sécurité de Léonie. Les jours suivants prirent une dimension surréaliste. Manon continuait à jouer son rôle d'assistante dévouée, tout en scrutant désormais chaque interaction, chaque document qui passait entre ses mains, chaque conversation surprise. Elle remarqua des détails qui lui avaient échappé auparavant. Les réunions à huis clos entre Jean-Marc, Antoine et d'autres cadres dont elle était systématiquement exclue, les appels téléphoniques que Laurent recevait tard le soir et qu'il prenait dans un murmure tendu, les visites fréquentes d'hommes en costume sombre qui n'étaient jamais présentés. Une semaine après sa conversation avec Camille, Manon fut témoin d'une scène qui confirma ses pires craintes. Laurent avait invité Thomas et Léonie à regarder un film dans le salon principal, une rare occasion où père et fils partageaient un moment de complicité. Profitant de cette distraction, Jean-Marc et Antoine s'étaient enfermés dans le bureau, croyant la maison vide de tout personnel. Manon, revenue chercher le cardigan oublié de Léonie, s'approcha silencieusement de la porte entr'ouverte. « Les inspecteurs des finances seront là lundi », disait Jean-Marc, la voix tendue. « Ils ont explicitement demandé les dossiers du projet Horus. Si Laurent ne signe pas ces documents aujourd'hui, nous sommes perdus. »« Il devient méfiant », répondit Antoine agacé. « Cette gamine et sa mère lui ont mis des idées dans la tête. Il parle de transparence, de restructuration. Il menace même de contacter lui-même les autorités pour clarifier la situation. » Jean-Marc frappa du poing sur la table. « Nous ne pouvons pas le laisser faire ça. Trop de gens sont impliqués, trop d'argent est en jeu. Elisabeth est avec nous, mais ça ne suffira pas si Laurent décide de tout révéler. » « Alors quoi ?» La voix d'Antoine s'était faite plus basse, presque un murmure. Un autre. Accident? Un silence pesant suivit cette suggestion, un silence qui glaça le sang de Manon. Elle s'éloigna aussi discrètement que possible, l'esprit en ébullition. Ces hommes envisageaient-ils sérieusement de faire du mal à Laurent? Et par extension, constituaient-ils une menace pour Léonie et elle-même? Ce soir-là, après avoir couché Léonie, Manon se résolut à parler à Laurent. Elle le trouva dans sa bibliothèque privée, un verre de cognac à la main, contemplant la mer qui scintillait sous la lune. « Monsieur Fontenay, pardonnez-moi de vous déranger si tard, mais j'ai besoin de vous parler, c'est important. » Sa voix tremblait légèrement, trahissant sa nervosité. Laurent se tourna vers elle, son visage indéchiffrable dans la pénombre. « Je vous écoute, Manon. » C'était la première fois qu'il l'appelait par son prénom, un détail qui ne lui échappa pas. Elle prit une profonde inspiration et se lança, lui racontant tout, la conversation avec Camille, les soupçons concernant son accident et surtout ce qu'elle venait d'entendre dans le bureau. Laurent l'écouta sans l'interrompre, son expression passant de la surprise à la colère, puis à une résignation douloureuse. « Je m'en doutais, » dit-il finalement, sa voix à peine audible. « Depuis des semaines, je rassemble des preuves. Des documents que Jean-Marc croit avoir détruits, des enregistrements de conversations. J'ai même engagé un détective privé pour enquêter sur mon propre accident. » Il manœuvra son fauteuil jusqu'à un tableau accroché au mur, une marine anonyme représentant la baie de Cannes. D'un geste précis, il fit pivoter la toile, révélant un coffre-fort dissimulé. Tout est là, des preuves suffisantes pour faire tomber Jean-Marc, Antoine et tous leurs complices, y compris Elisabeth. Manon le regarda avec stupéfaction. « Votre femme est impliquée ?» Laurent eut un rire amer. « Impliquée jusqu'au cou, c'est elle qui a suggéré le projet Horus, un système élaboré de sociétés écrans pour détourner des fonds et les investir dans des entreprises douteuses à l'étranger. Je l'ai découvert juste avant mon accident. J'étais sur le point de tout arrêter, de dénoncer le système. Et puis mes freins ont mystérieusement lâché sur la corniche. Il se tut un instant, comme submergé par la douleur de cette trahison. Je ne peux pas prouver qu'ils ont saboté ma voiture, mais je sais qu'ils en étaient capables, et maintenant, ils s'inquiètent que je parle trop. Surtout depuis que vous et Léonie êtes entrés dans ma vie. » Manon sentit son cœur se serrer. La situation était encore plus dangereuse qu'elle ne l'imaginait. « Que comptez-vous faire ? » « J'ai un rendez-vous avec le procureur financier mardi prochain. Tout sera révélé. » Il la fixa intensément.
Mais je crains pour votre sécurité et celle de Léonie. Il serait peut-être préférable que vous quittiez la villa pendant quelques jours. J'ai un chalet dans les Alpes, près de Megève. Personne n'en connaît l'existence, sauf mon avocat personnel. » Manon hésita. Fuir semblait être la solution la plus prudente, mais l'idée de laisser Laurent affronter seul cette situation la troublait. « Et vous? Ne craignez-vous pas? Pour votre propre sécurité ?» Laurent sourit tristement. « Ma vie a déjà été brisée une fois. Je ne les laisserai pas me prendre ce qu'il me reste. Ma dignité et mon intégrité. » Il sortit une clé USB de sa poche. « Prenez ceci. C'est une copie de toutes les preuves. Si quelque chose m'arrive avant mardi. » Il n'acheva pas sa phrase, mais Manon comprit. Elle prit la clé, la serrant dans sa paume comme un talisman. « Je ne peux pas vous laisser seul face à eux. »« Pensez à Léonie, » insista Laurent. « Elle est extraordinaire, cette petite. Elle m'a rappelé ce que c'était que de voir le monde avec innocence et courage. Je ne supporterai pas qu'il lui arrive quoi que ce soit à cause de moi. » Leur conversation fut interrompue par l'apparition soudaine d'Elisabeth à la porte de la bibliothèque. « Laurent, qu'est-ce que vous complotez tous les deux si tard ?» Son ton était léger, mais ses yeux scrutaient suspicieusement la pièce. « Madame Roussel me faisait part des progrès scolaires de Léonie, » répondit Laurent sans se troubler. « Cette enfant est remarquablement intelligente. » Elisabeth sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Comme c'est touchant. Ton intérêt soudain pour l'éducation des enfants. Dommage que tu n'aies jamais montré le même enthousiasme pour celle de ton propre fils. » Laurent ne releva pas la pique. « Il est tard, Elisabeth, tu devrais aller te coucher. Nous avons la réception du maire demain soir. » Après un dernier regard glacial, Elisabeth quitta la pièce, laissant derrière elle une atmosphère lourde de non-dits. « Elle se doute de quelque chose, » murmura Manon. « Comment pourrons-nous partir discrètement ?»« J'ai un plan, » répondit Laurent. « Demain, vous emmènerez officiellement Léonie chez le médecin à Nice. Une simple visite de routine. Mais au lieu de revenir, vous prendrez la route vers Megève. Mon avocat, Maître Girard, vous attendra à mi-chemin pour vous donner les clés et vous escorter jusqu'au chalet. » Le lendemain se déroula comme prévu. Manon informa Elisabeth qu'elle emmenait Léonie chez le pédiatre, prétextant une légère infection de l'oreille. La maîtresse de maison hocha distraitement la tête, trop occupée par les préparatifs de la soirée à venir. Thomas, cependant, était inconsolable à l'idée d'être séparé de sa nouvelle amie, même pour quelques heures. « Tu reviendras jouer avec moi après le docteur ?» demanda-t-il à Léonie, ses yeux implorants. La petite fille, à qui Manon avait simplement expliqué qu'elle partait en voyage surprise, hésita, cherchant le regard de sa mère. « Bien sûr, Thomas, » intervint Manon avec un sourire forcé. « Mais ça pourrait prendre quelques jours. Le médecin veut peut-être que Léonie se repose au calme. » Elle détestait mentir à cet enfant qui s'était tant attaché à sa fille, mais elle ne voyait pas d'autre solution. En quittant la villa, Manon jeta un dernier regard vers Laurent qui les observait depuis la terrasse. Leurs yeux se croisèrent brièvement, chargés d'une intensité nouvelle. Inquiétude, confiance, et peut-être autre chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer. La route sinueuse qui serpentait à travers les montagnes semblait interminable. Manon conduisait avec une concentration extrême, jetant régulièrement des coups d'œil dans le rétroviseur pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. À ses côtés, Léonie s'était finalement endormie. Épuisée par l'excitation de ce voyage impromptu et les nombreuses questions auxquelles sa mère n'avait pu répondre que vaguement. Le rendez-vous avec Maître Girard s'était déroulé comme prévu, dans une aire de repos discrète, près de Digne-les-Bains. L'avocat, un homme âgé au regard bienveillant, leur avait remis les clés du chalet et une enveloppe contenant de l'argent liquide et des instructions détaillées. « Laurent m'a demandé de vous dire de n'utiliser sous aucun prétexte vos cartes bancaires ou votre téléphone portable, » avait-il expliqué. « Dans cette enveloppe, vous trouverez un téléphone prépayé. N'appelez que le numéro enregistré dans les contacts. C'est une ligne sécurisée qui me permettra de vous joindre en cas d'urgence. » Alors que la nuit tombait sur les Alpes et que les premiers flocons de neige commençaient à virevolter dans les phares de la voiture, Manon ne pouvait s'empêcher de se demander si elle avait pris la bonne décision. Fuir ainsi avec sa fille sur la foi des paroles d'un homme qu'elle connaissait à peine, était-ce de la prudence ou de la folie? Après 6 heures de route, elles arrivèrent enfin à destination.
Le chalet, niché dans une petite vallée isolée à quelques kilomètres de Megève, était plus modeste que ce à quoi Manon s'attendait. Certainement pas le genre de résidence secondaire qu'on associerait à un milliardaire. Construit en bois et en pierre, il dégageait une chaleur rustique qui contrastait avec le luxe clinique de la villa cannoise. « Maman, c'est comme dans les livres de Heidi !» s'exclama Léonie, soudainement réveillée et émerveillée par la vision du chalet recouvert d'un fin manteau neigeux. Manon sourit, touchée par l'enthousiasme de sa fille. « C'est vrai, ma chérie, on dirait un peu une maison de conte de fées. » À l'intérieur, tout avait été préparé pour leur arrivée. Un feu ronflait dans la cheminée, la cuisine était approvisionnée et des lits douillets les attendaient. Sur la table du salon, un mot écrit à la main « Reposez-vous. Je vous contacterai dès que possible. Vous êtes en sécurité ici. Laurent. » Cette attention la toucha plus qu'elle ne voulut l'admettre. Derrière son apparence froide et distante, Laurent Fontenay révélait une considération et une prévenance qu'elle n'aurait jamais soupçonnées lors de leur première rencontre. Le lendemain matin, réveillés par le chant des oiseaux et la lumière éclatante du soleil sur la neige, Manon et Léonie explorèrent leur refuge temporaire. Le chalet était entouré d'une petite clairière, avec une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes. Léonie, qui n'avait jamais vu autant de neige, s'émerveillait de chaque flocon, de chaque empreinte d'animal qu'elle découvrait. « Est-ce qu'on est en vacances, maman ?» demanda-t-elle, tandis qu'elles construisaient ensemble un bonhomme de neige. Manon hésita, incertaine de la réponse à donner. Comment expliquer à une enfant de 7 ans qu'elle se cachait peut-être de personnes dangereuses? En quelque sorte, ma puce, disons que c'est un petit voyage surprise, le temps que Monsieur Fontenay règle quelques problèmes importants. Des problèmes avec les méchants messieurs qui parlent fort? La perspicacité de Léonie la surprit encore une fois. « Qu'est-ce que tu veux dire, Léonie ?» La petite fille haussa les épaules, concentrée sur la carotte qu'elle tentait d'enfoncer dans le visage de leur bonhomme de neige. « Les messieurs qui viennent avec des papiers, ils crient quand ils pensent que personne n'écoute. Et la dame, aux cheveux jaunes, elle fait semblant de sourire, mais ses yeux sont froids comme ceux des requins à la télé. » Manon sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. Léonie avait perçu la tension et la duplicité qui régnaient dans la villa avec l'acuité propre aux enfants. « Tu as raison, ma chérie. Ces personnes ne sont pas très gentilles. C'est pour ça que nous sommes venus nous reposer ici, loin d'eux. » Léonie hocha la tête, satisfaite de cette explication. « J'espère que Thomas viendra nous voir. Il me manque déjà. Et Monsieur Laurent aussi. Il est triste. Mais quand je lui raconte mes histoires, il sourit pour de vrai. » Le cœur de Manon se serra à la mention du petit garçon. Thomas, innocent et vulnérable, restait au milieu de cette situation périlleuse. Quant à Laurent, elle ne pouvait nier qu'il occupait de plus en plus ses pensées. Le téléphone prépayé sonna en fin d'après-midi, les faisant sursauter toutes les deux. C'était Maître Girard, la voix tendue. « Madame Roussel, j'espère que vous êtes bien installée. » Il n'attendit pas sa réponse avant de poursuivre. « Je dois vous informer que la situation à Cannes, c'est compliqué. La réception chez le maire hier soir a été mouvementée. Il semble que Laurent ait confronté publiquement Jean-Marc au sujet de certaines irrégularités financières. » Manon sentit son sang se glacer. Que s'est-il passé? D'après ce que je sais, la dispute a dégénéré. Jean-Marc a accusé Laurent de délire paranoïaque dû à son traumatisme. Elisabeth a soutenu cette version, suggérant même que son mari aurait besoin d'une évaluation psychiatrique. Il y eut une pause, puis Maître Girard ajouta « Laurent a été emmené à l'hôpital psychiatrique de Cannes pour une observation temporaire. » Quoi? Manon ne put retenir son exclamation d'horreur. « Mais c'est absurde! Ils l'ont fait interner pour le faire taire? » « C'est ce que je crains, » confirma l'avocat. « Je travaille actuellement à le faire sortir, mais la procédure est compliquée. Elisabeth, en tant qu'épouse, a un poids considérable dans ses décisions médicales. J'ai besoin des documents que Laurent vous a confiés pour prouver qu'il est parfaitement sain d'esprit et que ses accusations sont fondées. » Manon jeta un regard à Léonie qui jouait tranquillement devant la cheminée. « Je ne peux pas quitter le chalet maintenant. C'est trop risqué. »« Je comprends. C'est pourquoi je vais venir à vous. J'arriverai demain matin. En attendant, soyez extrêmement vigilante. N'ouvrez à personne d'autre que moi. » Après avoir raccroché, Manon resta longuement immobile, assaillie par une vague d'inquiétude et de culpabilité. Pendant qu'elle se réfugiait dans ce chalet paisible avec sa fille,
Laurent affrontait seul les conséquences de ses actions. Et maintenant, il se retrouvait enfermé, à la merci de ceux-là même qu'il cherchait à dénoncer. Cette nuit-là, après avoir bordé Léonie, Manon sortit la clé USB que Laurent lui avait confiée. Elle n'avait pas encore osé regarder son contenu, respectant implicitement la confidentialité de ses documents. Mais à présent, elle devait comprendre l'ampleur de ce dans quoi ils étaient tous impliqués. Les fichiers contenaient des milliers de pages de relevés bancaires, de correspondances et de contrats. La plupart dépassaient ses compétences, mais certains éléments étaient suffisamment explicites. Des millions d'euros transférés vers des comptes anonymes dans des paradis fiscaux, des factures falsifiées, des pots de vin versés à des fonctionnaires étrangers. L'ampleur de la fraude était vertigineuse. Un document en particulier attira son attention, un rapport d'expertise automobile concernant l'accident de Laurent. Contrairement à la version officielle d'une défaillance mécanique aléatoire, l'expert indépendant mandaté secrètement par Laurent concluait à un sabotage probable du système de freinage. Plus troublant encore, elle découvrit une série d'emails entre Jean-Marc et Elisabeth, datant des semaines précédant l'accident. Leur ton intime ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation, mais c'est leur contenu qui glaça Manon. Ils discutaient ouvertement de la nécessité de neutraliser Laurent, qui devenait trop scrupuleux et menaçait leur arrangement. Manon passa une nuit blanche, tourmentée par ses découvertes. Au petit matin, elle fut réveillée par des coups frappés à la porte du chalet. S'attendant à voir Maître Girard, elle ouvrit sans méfiance pour se retrouver face à Antoine Valmont. « Bonjour Manon », dit-il avec un sourire glacial. « Quelle charmante retraite. Laurent a toujours eu bon goût pour les cachettes. » Avant qu'elle puisse réagir, deux hommes apparurent derrière lui. L'un d'eux tenait par la main un petit garçon à l'air terrifié. Thomas. « Thomas ?» Manon sentit son cœur s'arrêter. « Que faites-vous avec lui ?» Antoine haussa les épaules avec une désinvolture étudiée. « Disons que nous avons pensé que ce cher petit avait besoin de voir son amie Léonie et que sa présence pourrait vous encourager à coopérer. » Thomas leva vers elle des yeux remplis de larmes. « Madame Manon, ils ont dit que papa est malade et que vous avez les médicaments pour le guérir, c'est vrai ?» Manon sentit une rage froide l'envahir face à cette manipulation d'un enfant innocent. Derrière elle, elle entendait Léonie se réveiller et appeler « maman ». Antoine sourit, satisfait. « Maintenant, si vous voulez bien nous remettre ce que Laurent vous a confié, nous pourrons tous rentrer tranquillement à Cannes. Thomas retrouvera son père. Vous et Léonie reprendrez votre petite vie confortable et tout rentrera dans l'ordre. » Les pensées de Manon tournoyaient frénétiquement. Que pouvait-elle faire? Céder aux exigences d'Antoine signifierait abandonner Laurent et toute chance de justice. Refuser mettrait en danger les enfants. Elle devait gagner du temps, au moins jusqu'à l'arrivée de Maître Girard. « Je vous en prie, entrez », dit finalement Manon, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. Thomas doit être gelé. Elle s'écarta pour laisser passer l'enfant, qui se précipita à l'intérieur en grelottant. Antoine et ses deux acolytes pénétrèrent dans le chalet, leurs regards scrutant chaque recoin. L'un des hommes, massif et au visage impassible, resta près de la porte, tandis que l'autre, plus mince et nerveux, suivait Antoine comme son ombre. « Charmant », commenta Antoine en examinant la décoration rustique, tellement différent du style habituel de Laurent, mais je suppose que c'était l'idée, un refuge que personne ne pourrait associer au grand Laurent Fontenay. Léonie apparut dans l'encadrement de la porte de sa chambre, ses cheveux bouclés encore ébouriffés par le sommeil. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Thomas. « Thomas !» s'écria-t-elle, en courant vers lui. Les deux enfants s'étreignirent, avec la spontanéité touchante de leur âge. « Je t'ai apporté ton doudou », dit Thomas en tendant à Léonie la peluche en forme de loutre qu'elle avait oubliée dans sa précipitation. « Tu l'as laissé sur ton lit. » Ce geste innocent serra le cœur de Manon. Même dans cette situation effrayante, Thomas pensait au bien-être de son ami. Elle s'agenouilla près des enfants. « Thomas, Léonie, pourquoi n'iriez-vous pas jouer dans la chambre pendant que je parle avec ces messieurs ?»« Pas si vite, » intervint Antoine, sa voix soudain plus dure. « Je crois que les enfants devraient rester avec nous. Après tout, nous sommes venus en famille, n'est-ce pas ?» Manon lui lança un regard noir, comprenant parfaitement le message sous-jacent. Les enfants étaient des otages, une garantie de sa coopération. « Très bien.
Léonie, montre à Thomas tes nouveaux livres, d'accord? Vous pouvez vous installer sur le canapé. » Tandis que les enfants s'éloignaient, Antoine s'approcha de Manon, baissant la voix pour ne pas être entendu. « Maintenant, Madame Roussel, la clé USB. Sans faire d'histoire, s'il vous plaît. » « Je ne vois pas de quoi vous parlez, » répondit Manon, jouant la confusion. Le visage d'Antoine se durcit. « Ne me prenez pas pour un imbécile. Laurent vous a donné une copie des documents qu'il menaçait d'utiliser contre nous. J'étais là quand il a ordonné à son système informatique de créer cette sauvegarde. Nous savons qu'il vous l'a confiée. » Manon hésita, cherchant désespérément une issue. Son regard dériva vers la fenêtre, espérant apercevoir la voiture de Maître Girard. Rien. Seulement l'étendue blanche et silencieuse de la neige. « Même si je vous la donnais, tenta-t-elle, qu'est-ce qui m'assure que vous nous laisserez tranquilles, Léonie et moi? Et que deviendra Laurent ?» Antoine eut un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Laurent a malheureusement eu une grave crise de paranoïa. Les médecins sont très inquiets. Il pourrait avoir besoin de soins prolongés. Quant à vous et votre fille, nous ne sommes pas des monstres, Manon. Vous pourrez reprendre votre vie ailleurs, bien sûr, avec une généreuse compensation pour les désagréments causés. Chacun de ces mots suintait le mensonge. Manon savait qu'elle ne pouvait lui faire confiance, mais elle avait besoin de temps. « La clé n'est pas ici, » affirma-t-elle. « Laurent était trop intelligent pour me la confier directement. Il a mis en place un système de sécurité. » L'intérêt d'Antoine s'éveilla visiblement. Quel genre de système? « La clé est cachée dans un endroit précis à Cannes. Je suis la seule à savoir où. Si je ne donne pas un certain code à intervalles réguliers, le contenu sera automatiquement envoyé à plusieurs journalistes et aux procureurs financiers. » Elle improvisait, s'inspirant des films d'espionnage qu'elle avait vus, priant pour que son bluff paraisse crédible. Antoine la dévisagea longuement, évaluant la véracité de ses propos. « Intéressant. Laurent a toujours eu un faible pour les gadgets technologiques. Cela lui ressemblerait bien. » Il se tourna vers l'homme mince. « Rémi, appelle Jean-Marc. Nous devons vérifier ça. » Rémi s'éloigna pour passer son appel, tandis qu'Antoine continuait à observer Manon d'un air calculateur. « Si vous mentez !» La menace resta en suspens, mais son implication était claire. Manon maintint son regard, puisant dans sa peur même la force de ne pas flancher. Pour Léonie, pour Laurent, elle devait tenir bon. Le temps s'étirait, interminable. Les enfants, inconscients du drame qui se jouait, feuilletaient tranquillement un livre sur le canapé, Thomas expliquant patiemment à Léonie les mots qu'elle ne comprenait pas. Cette scène de normalité au milieu de la tension, ambiante avec quelque chose de surréaliste. Rémi revint, l'air préoccupé. Jean-Marc dit que c'est possible. Laurent avait mis en place des systèmes similaires pour d'autres données sensibles. Il suggère de la ramener à Cannes avec les enfants et de régler ça là-bas. Antoine hocha la tête. Sage décision. Il se tourna vers Manon. « Vous avez 20 minutes pour préparer vos affaires. Nous partons. »« Il neige dehors, » protesta Manon. « Les routes de montagne sont dangereuses. Pensez aux enfants. »« Nos véhicules sont équipés pour l'hiver, » répliqua sèchement Antoine. « Et je préfère affronter un peu de neige plutôt que de rester ici, isolé, avec votre mystérieux système qui pourrait se déclencher à tout moment. 19 minutes maintenant. » Manon n'avait plus le choix. Elle se dirigea vers la chambre pour rassembler leurs affaires. L'esprit en ébullition. Comment contacter Maître Girard? Comment protéger Léonie et Thomas? Chaque seconde qui passait réduisait ses options. Dans la chambre, elle fourra rapidement quelques vêtements dans un sac, puis s'approcha de la fenêtre. Dehors, la neige tombait de plus en plus drue, formant un rideau blanc presque impénétrable. Et soudain, comme une réponse à ses prières silencieuses, elle aperçut des phares au loin, progressant lentement sur le chemin menant au chalet. Maître Girard. Ce devait être lui. Mais comment le prévenir du danger sans alerter Antoine? Et ces hommes, elle? Retourna dans le salon, tentant de paraître calme malgré son cœur qui battait à tout rompre. « Nous sommes presque prêts, » annonça-t-elle. « Léonie, Thomas, venez mettre vos manteaux. » Antoine consultait sa montre avec impatience. « Dépêchez-vous, la tempête s'intensifie. » C'est alors que des coups furent frappés à la porte. Tous se figèrent. Le garde posté près de l'entrée dégaina immédiatement une arme, tandis qu'Antoine faisait signe à Rémi de s'occuper des enfants. « Qui est-ce » siffla Antoine en direction de Manon, suspicieux. « Je ne sais pas » balbutia-t-elle. « Sincèrement, peut-être un voisin.
le propriétaire du chalet voisin qui aurait vu de la lumière. Les coups redoublèrent d'intensité. « Madame Roussel !» appela une voix depuis l'extérieur. « C'est Maître Girard. J'ai eu du mal à trouver le chemin avec cette neige. » Le visage d'Antoine se décomposa. « L'avocat de Laurent » murmura-t-il. Il se tourna vers ses hommes, leur donnant des instructions silencieuses d'un simple geste de la main. L'homme près de la porte se plaça stratégiquement, son arme dissimulée mais prête à l'emploi. Rémi rassembla les enfants sur le canapé, leur chuchotant de rester silencieux. « Répondez-lui » ordonna Antoine à Manon. « Dites-lui que tout va bien, que vous êtes occupé et qu'il peut repasser plus tard. » Manon s'approcha de la porte, tentant de contrôler le tremblement de sa voix. « Maître Girard, c'est Manon Roussel. Je suis désolé, mais nous étions sur le point de sortir. Pourriez-vous... » Elle cherchait désespérément comment lui faire comprendre la situation. « Pourriez-vous repasser quand la tempête se sera calmée? Nous sommes un peu submergés en ce moment. » Un silence s'installa de l'autre côté de la porte, puis la voix de l'avocat retentit à nouveau, calme et mesurée. « Je comprends, Madame Roussel. Je vois que vous avez de la visite. Je reviendrai plus tard. Prenez soin de vous et de la petite. » Le bruit de pas s'éloignant dans la neige indiqua que Maître Girard battait en retraite. Antoine se détendit légèrement. « Bien joué. Maintenant, partons avant qu'il ne revienne avec des renforts. » Mais Manon avait repéré quelque chose dans le ton de Maître Girard. Une note qui suggérait qu'il avait compris. L'utilisation du mot « submergé » n'était pas anodine. C'était exactement ce qu'elle avait ressenti en voyant Laurent se noyer dans la piscine. Un code improvisé mais qui avait peut-être fonctionné. Alors qu'il se préparait à quitter le chalet, un bruit de moteur retentit soudain, bien plus puissant que celui de la voiture de Maître Girard. Des phares balayèrent les fenêtres, illuminant la pièce d'une lumière crue. « Qu'est-ce que c'est encore ?» gronda Antoine se précipitant vers la fenêtre. Ce qu'il vit le fit pâlir. 3 véhicules de la gendarmerie nationale venèrent de se garer devant le chalet, leurs gyrophares bleus tournoyant dans la neige, projetant des ombres fantomatiques sur les murs. « Police !» cria une voix amplifiée par un haut-parleur. « Nous savons que vous êtes là-dedans. Sortez sans armes, les mains en l'air. » Antoine se tourna vers Manon, le visage déformé par la rage. « Vous les avez appelés ?» Manon secoua la tête, aussi surprise que lui. Elle n'avait pas contacté la police, et Maître Girard n'aurait pas eu le temps de le faire non plus. Alors qui? La réponse vint d'une source inattendue. Thomas, toujours assis sur le canapé à côté de Léonie, sortit de sa poche un téléphone portable. « Papa m'a dit d'appuyer sur le bouton rouge si j'avais peur », expliqua-t-il d'une petite voix. « Et j'avais peur quand ces messieurs m'ont emmené. » Antoine fixa l'enfant avec incrédulité. « Laurent t'a donné un téléphone d'urgence. » Thomas hocha la tête. « C'est notre secret. Il a dit que ça appellerait automatiquement des gens qui viendraient m'aider. J'ai appuyé quand on était dans la voiture. » Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce, rompu seulement par les sommations répétées de la police à l'extérieur. Laurent, même isolé dans un hôpital psychiatrique, avait réussi à protéger son fils, et par extension Manon et Léonie. Rémi et l'autre homme regardaient Antoine, attendant ses ordres. Le visage de celui-ci passa par une gamme d'émotions, rage, peur, calcul, avant de se figer dans une résignation amère. « C'est terminé », murmura-t-il, puis plus fort à ses hommes. « Rangez vos armes, nous nous rendons. » Manon se précipita vers les enfants, les enveloppant tous deux dans ses bras, les larmes aux yeux. « Tout va bien », murmura-t-elle, « tout va bien maintenant. » Alors que les gendarmes faisaient irruption dans le chalet, maîtrisant rapidement Antoine et ses complices, Manon aperçut parmi les uniformes la silhouette familière de Maître Girard. À ses côtés se tenait une jeune femme qu'elle reconnut comme étant Camille, l'analyste financière qui l'avait mise en garde. « Nous sommes arrivés juste à temps », dit Maître Girard en s'approchant d'elle. « J'ai compris votre message, mais c'est Camille qui a eu l'idée de contacter directement la brigade financière. Elle travaillait avec eux depuis des semaines, rassemblant des preuves contre Jean-Marc et les autres. « Et Laurent ?» demanda anxieusement Manon. « Comment va-t-il » Le visage de l'avocat s'éclaira d'un sourire. Libre, dès que la police a commencé à perquisitionner les bureaux de Nexus Technologies ce matin, le médecin qui avait signé son internement s'est rétracté miraculeusement. Laurent est sorti de l'hôpital il y a 1 heure.
Il est en route pour nous rejoindre. Les heures qui suivirent se déroulèrent dans un flou d'activités intenses. Les gendarmes emmenant Antoine et ses complices, les dépositions préliminaires, les appels incessants de Maître Girard coordonnant les actions avec les autorités à Cannes, tout semblait se passer simultanément, dans une atmosphère étrangement irréelle, contrastant avec la tranquillité neigeuse qui enveloppait le chalet. Assise près de la cheminée, une couverture sur les épaules et une tasse de thé brûlant entre les mains, Manon observait Léonie et Thomas qui jouaient aux cartes, remarquablement sereins malgré les événements tumultueux. La résilience des enfants la stupéfiait. À peine l'orage passé, ils retrouvèrent leur insouciance, comme si la vie reprenait simplement son cours normal. « Ils sont extraordinaires », murmura Camille en s'asseyant à côté d'elle. La jeune analyste paraissait épuisée mais soulagée, les traits tirés mais le regard vif. Thomas, surtout, utilisait le téléphone d'urgence comme son père le lui avait appris. Laurent avait tout prévu. Manon acquiesça, un mélange de gratitude et d'admiration l'envahissant au souvenir de la prévoyance de Laurent. Il a toujours été un pas en avance sur eux, n'est-ce pas? Même diminué physiquement, même isolé. C'est ce qui rend Laurent Fontenay si redoutable, confirma Camille. Jean-Marc et les autres ont commis l'erreur de le sous-estimer, après son accident, pensant que sa paralysie l'avait affaibli mentalement aussi. Ils n'ont pas compris que ça l'avait rendu plus observateur, plus patient, plus stratégique. Un silence confortable s'installa entre elles, rompu seulement par les rires occasionnels des enfants et le crépitement du feu. Dehors, la tempête de neige s'était calmée, laissant place à une clarté presque surnaturelle, le soleil se reflétant sur le manteau immaculé qui recouvrait le paysage. « Comment avez-vous été impliqué dans tout ça ?» demanda finalement Manon, curieuse de comprendre le rôle de la jeune femme dans cette affaire complexe. Camille sourit faiblement. « J'ai été recruté par Nexus Technologies il y a 18 mois, juste après avoir terminé mon master en finance. Un rêve pour une jeune diplômée, une entreprise prestigieuse, un salaire confortable, des perspectives d'évolution. » Son expression s'assombrit. Les premières semaines, tout semblait parfait. Puis j'ai commencé à remarquer des anomalies dans les comptes que je traitais. Des sommes qui disparaissaient d'un document à l'autre, des transactions sans justificatif, des sociétés clientes qui n'existaient que sur le papier. Elle prit une gorgée de thé avant de poursuivre. J'en ai parlé à ma supérieure directe, qui m'a conseillé de ne pas poser trop de questions. Puis les documents problématiques ont mystérieusement disparu de mon ordinateur. C'est là que j'ai compris que quelque chose de grave se tramait. Vous auriez pu démissionner, oublier tout ça, fit remarquer Manon. J'y ai pensé, admit Camille. Mais mon père était inspecteur des finances. Il m'a toujours appris que face à l'injustice, on a le choix entre être complice ou résistant. Elle haussa les épaules. J'ai choisi de résister. J'ai commencé à collecter des preuves discrètement, à créer des copies des documents compromettants. Puis Laurent a eu son accident et tout s'est accéléré. Jean-Marc et Antoine sont devenus plus audacieux, moins prudents. Et Elisabeth? Quelle était sa part dans tout ça? Le visage de Camille se durcit. Le cerveau de l'opération, d'après ce que j'ai pu rassembler. Laurent était le visionnaire, le créateur, mais c'est elle qui gérait les finances, souvent dans l'ombre. Quand Laurent a commencé à s'inquiéter de certaines pratiques, elle a orchestré toute la stratégie pour le neutraliser. Manon frissonna, imaginant la froideur calculatrice nécessaire pour organiser un tel complot contre son propre mari. Et maintenant, que va-t-il se passer? Jean-Marc, Antoine et plusieurs autres cadres ont été arrêtés ce matin, à Cannes. Elisabeth était en train de fuir vers l'aéroport de Nice quand la police l'a interceptée. Ils font tous face à des accusations de fraude fiscale, détournement de fonds, blanchiment, d'argent. Camille hésita avant d'ajouter « et tentative d'homicide pour certains. Les preuves concernant le sabotage de la voiture de Laurent sont encore en cours d'analyse, mais elles semblent solides. » L'ampleur de la situation donna le vertige à Manon. Ce qui avait commencé comme un simple sauvetage au bord d'une piscine avait dévoilé un réseau de corruption et de trahison d'une complexité stupéfiante. Et au milieu de tout cela, 2 enfants innocents, dont les vies seraient à jamais transformées par ces événements. Comme en réponse à ces pensées, Thomas leva soudain la tête de son jeu, les yeux rivés vers la fenêtre. « Une voiture. Arrive !»
s'exclama-t-il en se précipitant vers la vitre givrée. « C'est peut-être papa !» Manon et Camille échangèrent un regard avant de rejoindre l'enfant. En effet, un véhicule noir progressait lentement sur le chemin enneigé, ses chaînes crissant sur la surface glacée. Le cœur de Manon s'accéléra inexplicablement. La voiture s'arrêta devant le chalet et après un moment qui sembla s'étirer indéfiniment, la portière s'ouvrit. Laurent apparut, manœuvrant habilement son fauteuil pour sortir du véhicule spécialement adapté. Malgré les épreuves récentes, il paraissait étonnamment serein, presque rajeuni, comme si un poids immense avait été ôté de ses épaules. « Papa !» Thomas se précipita dehors sans même prendre le temps d'enfiler son manteau, courant à travers la neige pour se jeter dans les bras de son père. Laurent l'étreignit avec une émotion palpable, enfouissant son visage dans les cheveux de son fils, les épaules secouées de ce qui semblait être des sanglots silencieux. Manon resta sur le seuil, émue par ces retrouvailles, une main posée sur l'épaule de Léonie, qui observait la scène avec une curiosité respectueuse. Après un long moment, Laurent releva la tête, cherchant du regard la silhouette de Manon. Leurs yeux se croisèrent, et un monde de non-dits passa entre eux, gratitude, soulagement, et peut-être quelque chose de plus profond, encore indéfinissable. « Vous êtes sauf !» dit simplement Laurent en approchant son fauteuil, Thomas toujours accroché à lui comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. « Quand j'ai appris qu'Antoine était parti vous chercher. »« C'est grâce à... »« Thomas ?» répondit Manon avec un sourire. « Votre fils est un héros. » Laurent ébouriffa tendrement les cheveux de Thomas. Je savais que je pouvais compter sur lui. Puis, se tournant vers Léonie qui se tenait timidement derrière sa mère, « Et sur toi aussi, ma courageuse, sauveuse. Décidément, tu as un don pour me tirer des situations impossibles. » Léonie sourit, soudain moins timide. La première fois était plus difficile. Vous étiez tout mouillé et très lourd. Cette remarque enfantine déclencha un éclat de rire général, dissipant la tension accumulée et créant un instant de légèreté bienvenue après tant d'épreuves. Les heures suivantes furent consacrées à mettre de l'ordre dans le chaos. Laurent, reprenant naturellement son rôle de stratège, organisa méticuleusement leur retour à Cannes, coordonnant avec Maître Girard les détails logistiques et juridiques. La priorité était de protéger les enfants de l'attention médiatique qui ne manquerait pas de se déchaîner dès que l'affaire serait rendue publique. Ce n'est qu'en fin de soirée, alors que Thomas et Léonie dormaient paisiblement dans la chambre qu'ils avaient insisté pour partager, que Manon et Laurent se retrouvèrent seuls près de la cheminée. Camille s'était retirée dans une autre pièce pour poursuivre ses conversations avec les enquêteurs financiers, les laissant dans un tête-à-tête empreint d'une étrange intimité. « Je vous dois plus que ma vie », commença Laurent, rompant le silence confortable qui s'était installé. « Vous m'avez rendu ma dignité, mon intégrité et mon fils. » Manon secoua doucement la tête. « Je n'ai fait que ce qui était juste. N'importe qui aurait agi de même. »« Non, » réfuta Laurent avec conviction. « N'importe qui aurait pris l'argent et se serait tu. N'importe qui aurait fui loin de ces complications. Vous avez choisi le chemin le plus difficile, celui de la vérité. » Il y avait dans son regard une intensité qui troubla Manon. Depuis la disparition de son mari, elle s'était entièrement consacrée à Léonie, mettant de côté toute idée de relation, tout sentiment personnel. Et pourtant, face à cet homme brisé mais indomptable, quelque chose s'éveillait en elle, un mélange d'admiration, de tendresse et d'une émotion plus profonde qu'elle n'osait encore nommer. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle, autant pour rompre ce moment d'intensité que par véritable curiosité. Laurent soupira, passant une main lasse sur son visage. « Les procédures judiciaires prendront des mois, peut-être des années. Nexus Technologies va devoir être entièrement restructuré. Beaucoup d'emplois sont en jeu. » Il hésita avant d'ajouter. « Et Thomas va avoir besoin de stabilité plus que jamais. Sa mère en prison, son monde bouleversé. » Il laissa sa phrase en suspens, comme s'il hésitait à formuler une pensée encore fragile. Manon attendit, respectant ce silence réflexif. « J'ai une proposition à vous faire, » dit-il finalement. « Pas comme employeur cette fois, mais comme un ami, j'espère. » Il prit une profonde inspiration. « Je possède une maison à Mougins, bien plus modeste que la villa de Cannes, un lieu tranquille, loin des projecteurs, et des souvenirs douloureux.
J'aimerais que vous et Léonie envisagiez d'y rester, au moins le temps que toute cette tempête médiatique et judiciaire se calme. » Manon le regarda, surprise par cette proposition inattendue. « Je ne sais pas quoi dire. »« Ne répondez pas tout de suite, » l'interrompit doucement Laurent. « Prenez le temps d'y réfléchir. Mais sachez que Thomas est profondément attaché à Léonie, et j'ai pu constater à quel point cette amitié lui a été bénéfique. Quant à moi, » il sourit, un sourire empreint d'une vulnérabilité touchante. « Disons que la présence de personnes authentiques dans ma vie est devenue précieuse, plus précieuse que tout l'empire financier que j'ai construit. 3 mois s'étaient écoulés depuis les événements dramatiques du chalet. Le printemps s'installait doucement sur la côte d'Azur, parant les collines de Mougins de couleurs éclatantes, coquelicots flamboyants, lavandes naissantes et citronniers en fleurs. La maison de Laurent, nichée au cœur d'une oliveraie centenaire, semblait sortie d'un tableau impressionniste avec ses murs ocre pâle et ses volets bleus délavés. Manon contemplait ce paysage enchanteur depuis la terrasse ombragée, une tasse de café à la main. Les cris joyeux de Léonie et Thomas lui parvenèrent du jardin où les enfants s'étaient lancés dans la construction d'une cabane avec l'aide du jardinier, un vieil homme à la peau tannée par le soleil qui les couvait d'un regard bienveillant. « Ils progressent bien », il remarqua Laurent en rejoignant Manon sur la terrasse, manœuvrant son fauteuil avec l'aisance que confère l'habitude. Thomas a calculé lui-même les dimensions pour que la structure soit stable, et Léonie a dessiné des plans dignes d'un Heinde, architecte en herbe. Manon sourit, une chaleur familière se répandant dans sa poitrine. Ils se complètent parfaitement. Thomas apporte la méthode, Léonie, l'imagination. Cette complicité entre les enfants avait été l'une des raisons qui l'avaient convaincu d'accepter la proposition de Laurent. Cela et la perspective d'offrir à Léonie une stabilité qu'elle n'avait pas connue depuis la disparition de son père. La maison de Mougins, avec son atmosphère apaisante et son environnement protégé, s'était révélée être un havre de paix inattendu dans leur vie mouvementée. « Les nouvelles du procès ?» demanda-t-elle, remarquant l'ordinateur portable que Laurent avait posé sur ses genoux. Son expression s'assombrit légèrement. Jean-Marc et Antoine ont plaidé coupables pour la fraude financière, espérant obtenir une réduction de peine. Mais ils continuent de nier toute implication dans le sabotage de ma voiture. Il marqua une pause. Elisabeth, en revanche, maintient son innocence sur tous les chefs d'accusation. Son procès débutera le mois prochain. Manon hocha la tête, pensive. Elle n'avait rencontré Elisabeth Fontenay que brièvement, mais cette femme au regard glacial et au sourire calculateur l'avait profondément troublée. Comment pouvait-on partager la vie d'un homme pendant des années, avoir un enfant avec lui, puis orchestrer sa chute avec une telle froideur? Et Thomas, comment le prend-il? Laurent soupira, son regard se portant instinctivement vers son fils qui riait aux éclats en tentant d'équilibrer une planche sur 2 tréteaux. Il pose des questions, bien sûr. Il est intelligent, trop intelligent peut-être pour son âge. J'essaie d'être honnête avec lui, sans l'accabler de détails qu'il n'est pas encore prêt à comprendre. Vous faites ce qu'il faut, le rassura Manon, en posant doucement sa main sur son épaule. Ce geste, devenu presque naturel entre eux, qu'au fil des semaines, portait une tendresse qui dépassait la simple amitié. Il a besoin de vérité, mais aussi de protection. C'est un équilibre délicat. Laurent couvrit sa main de la sienne, la pressant légèrement en signe de gratitude. Ces moments de contact, d'abord hésitants et maladroits, étaient devenus une forme de langage entre eux, un moyen de communiquer ce que les mots peinaient encore à exprimer. Nexus Technologies a officiellement un nouveau conseil d'administration, annonça-t-il, changeant de sujet. Des gens compétents et intègres, pour la plupart. Camille a accepté le poste de directrice financière, à 28 ans, impressionnant. Elle le mérite, approuva Manon. Sans son courage, rien de tout cela n'aurait été possible. Un silence confortable s'installa entre eux, ponctué seulement par le chant des cigales et les exclamations lointaines des enfants. Laurent semblait vouloir dire quelque chose, hésitant, pesant visiblement ses mots. « J'ai reçu une proposition, dit-il finalement. Une fondation américaine spécialisée dans la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Ils développent un programme expérimental qui a montré des résultats prometteurs. Ils m'ont invité à participer à leurs essais cliniques. » Manon se tourna vers lui, le cœur soudain battant. « Vous voulez dire un traitement qui pourrait vous permettre de remarcher ? Ne nous emballons pas,
tempéra-t-il avec un sourire légèrement amer. Les médecins restent prudents. Il s'agit de récupérer peut-être une mobilité partielle, pas de courir un marathon. Mais oui, c'est un espoir. Le premier véritable espoir depuis l'accident. « C'est merveilleux, Laurent », s'exclama-t-elle, sincèrement émue. « Quand commenceriez-vous » C'est là que ça se complique. Il hésita, cherchant ses mots. Le programme se déroule à Boston. Je devrais y rester au moins 6 mois, peut-être plus selon les résultats. La nouvelle frappa Manon comme un coup physique. 6 mois, un océan de distance. La perspective de ce départ imminent créa un vide soudain qu'elle n'avait pas anticipé. Ces 3 derniers mois, leur cohabitation avait tissé entre eux des liens d'une intensité surprenante. L'idée de voir cette connexion interrompue lui était inexplicablement douloureuse. « Je comprends », dit-elle finalement, s'efforçant de masquer son trouble. « C'est une opportunité extraordinaire. Vous devez absolument la saisir. » Laurent l'observait attentivement, semblant lire en elle avec cette perspicacité qui le caractérisait. « Manon, » dit-il doucement, « je voudrais que vous et Léonie veniez avec nous, Thomas et moi, à Boston. » La surprise la laissa sans voix. « J'ai déjà exploré les possibilités, » poursuivit-il, prenant son silence pour de l'hésitation. « Il y a d'excellentes écoles internationales, où les enfants pourraient poursuivre leur scolarité en français et en anglais. La Fondation met à disposition un appartement suffisamment grand pour nous tous. Et Boston est une ville magnifique, pleine d'opportunités. »« Laurent, » l'interrompit-elle, troublée par cette proposition inattendue, « c'est beaucoup à considérer. Léonie a déjà vécu tant de bouleversements. Et nous... » Elle s'interrompit, incertaine de comment qualifier leur relation. « Je sais, » admit-il, « c'est précipité, peut-être déraisonnable, mais ces derniers mois... » Il chercha ses mots, inhabituellement hésitant pour un homme d'ordinaire. Si éloquent. « Ces derniers mois ont été les plus vrais de ma vie. Malgré le procès, malgré le scandale médiatique, malgré tout. Pour la première fois depuis des années, je me sens vivant. Réellement vivant. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Et je crois, j'espère, que vous ressentez aussi cette connexion entre nous, cette possibilité de quelque chose de différent, quelque chose d'authentique. » Manon sentit une émotion puissante l'envahir. Ces mots exprimaient précisément ce qu'elle-même n'osait s'avouer, cette alchimie inexplicable qui s'était développée entre eux, transcendant les circonstances extraordinaires de leur rencontre. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement, « d'en parler avec Léonie. C'est sa vie aussi qui serait transformée. » Laurent acquiesça, respectant sa prudence. « Bien sûr, prenez le temps nécessaire, je dois donner ma réponse dans 2 semaines. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée en trombe des enfants, leurs visages illuminés d'excitation. « Maman, Laurent, venez voir notre cabane !» s'écria Léonie, ses boucles brunes rebondissant au rythme de ses sauts enthousiastes. « Elle a même une fenêtre et une porte qui s'ouvrent vraiment !» renchérit Thomas, inhabituelle fierté dans sa voix. Les adultes échangèrent un regard, complices avant de suivre les enfants dans le jardin. La cabane, bien que rudimentaire, témoignait d'un travail minutieux et d'une collaboration harmonieuse, des planches soigneusement clouées, des ouvertures parfaitement alignées, et même un petit drapeau improvisé flottant au sommet. « C'est notre maison à tous les 4, » expliqua Léonie avec le sérieux adorable des enfants, partageant leur trésor. « Regarde, maman, j'ai dessiné notre famille sur le mur. » Manon s'approcha pour examiner le dessin coloré. 4 silhouettes s'y tenaient par la main. Une petite fille aux cheveux bouclés, un petit garçon plus grand, une femme souriante et un homme dans un fauteuil roulant. « Notre famille », avait écrit Léonie de son écriture appliquée d'écolière. Cette vision si simple et pourtant si profonde, 4 personnes unies non par le sang mais par les circonstances et l'affection, toucha Manon au plus profond. Elle croisa le regard de Laurent y lisant la même émotion, le même questionnement sur l'avenir. Les jours suivants furent emplis de réflexions intenses pour Manon. Assise dans le petit bureau qu'elle s'était aménagé, dans la maison, elle pesait les pour et les contre, imaginait les différents scénarios et surtout observait sa fille. Léonie s'épanouissait visiblement dans ce nouvel environnement. Son amitié avec Thomas lui avait apporté la stabilité émotionnelle dont elle avait besoin après la perte de son père. Et sa relation avec Laurent était empreinte d'une tendresse particulière.
il la traitait avec un respect et une attention qui nourrissaient sa confiance en elle. Quant à ses propres sentiments pour Laurent, Manon ne pouvait plus se voiler la face. Ce qu'elle ressentait dépassait largement la gratitude ou même l'amitié. C'était quelque chose de plus profond, de plus troublant, un mélange d'admiration, de complicité intellectuelle et d'une attraction qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Un soir, alors que les enfants dormaient, Manon trouva Laurent dans la bibliothèque, absorbé dans la lecture d'un article médical sur son tablet. Il leva les yeux à son entrée, son visage s'éclairant instantanément d'un sourire qui accéléra les battements de son cœur. « J'ai réfléchi à votre proposition », commença-t-elle sans préambule, s'asseyant face à lui. Il posa son tablette, lui accordant toute son attention. « Et ? Je pense que nous devrions essayer, dit-elle simplement. Léonie est heureuse ici, avec vous et Thomas. Cette famille improvisée que nous avons créée fonctionne étrangement. Et Boston ? Boston pourrait être un nouveau départ pour nous tous. » Le soulagement et la joie qui se peignirent sur le visage de Laurent étaient presque palpables. « Vous êtes sûr ? Je ne voudrais pas que vous vous sentiez obligé. Par gratitude ou par... » « Ce n'est pas de la gratitude, Laurent, l'interrompit-elle doucement. C'est bien plus que ça. » Un moment de compréhension mutuelle passa entre eux, chargé d'une intensité nouvelle. Laurent tendit la main vers elle, et sans hésitation, elle la prit dans la sienne. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile, dit-il. Le traitement, l'adaptation à un nouveau pays, les regards sur notre situation particulière. La vie n'est jamais facile, répondit-elle avec un léger sourire. Mais elle est plus supportable quand on la partage avec les bonnes personnes. Le mois suivant fut consacré aux préparatifs de leur départ. Léonie accueillit la nouvelle avec un mélange d'excitation et d'appréhension, rassurée par la perspective de rester avec Thomas et fascinée par l'idée de traverser l'océan. Pour Thomas, la possibilité que son père puisse un jour remarcher éclipsait tout le reste. Il s'était même mis à étudier l'anatomie humaine, déterminé à comprendre la science derrière le traitement. La veille de leur départ, Manon et Laurent se retrouvèrent une dernière fois sur la terrasse de la maison de Mougins, contemplant les lumières de la vallée qui scintillaient dans le crépuscule méditerranéen. « Nous reviendrons », promit Laurent, devinant sa nostalgie. « Cette maison sera toujours là, nous attendant. Un refuge pour quand nous en aurons besoin. » Manon acquiesça, reconnaissante pour cette assurance. Puis, avec une audace qui la surprit elle-même, elle se pencha vers lui et posa délicatement ses lèvres sur les siennes. Leur premier véritable baiser, simple et pourtant chargé de promesses. Le lendemain, alors que leur avion s'élevait au-dessus de la Méditerranée, Manon observa le profil déterminé de Laurent, la tête de Léonie appuyée contre son épaule, endormie, et Thomas absorbé dans un livre sur les neurosciences. Bien trop complexe pour son âge, mais qu'il dévorait avec une concentration admirable. Cette famille improbable, née d'un acte de courage dans une piscine de Cannes, s'embarquait pour une nouvelle aventure. L'avenir restait incertain. Le traitement de Laurent pourrait fonctionner ou échouer. Leur adaptation à Boston pourrait être simple ou difficile. Leur relation naissante pourrait s'épanouir ou se heurter à des obstacles imprévus. Mais une chose était certaine. Ils affronteraient ces défis ensemble, liés par une expérience qui les avait tous transformés. Car parfois, les familles les plus solides ne sont pas celles que l'on aime, mais celles que l'on choisit, jour après jour, avec courage et détermination. 3 ans plus tard, sur une plage de Cape Cod, un homme marchait lentement dans le sable, s'appuyant sur une canne mais progressant avec une détermination évidente. À ses côtés, une femme aux cheveux châtains le soutenait discrètement, prête à intervenir si nécessaire, mais respectant son besoin d'indépendance. Devant, eux 2 préadolescents couraient vers l'océan, leur complicité évidente dans leur rire partagé. Le traitement expérimental avait partiellement fonctionné. Laurent ne retrouverait jamais une mobilité complète, mais ses pas fragiles représentaient une victoire inespérée, non seulement sur son handicap, mais sur tous ceux qui avaient tenté de le détruire. Manon observait avec fierté cet homme qui était devenu bien plus qu'un employeur ou un ami. Leur relation avait mûri, s'approfondissant avec chaque défi surmonté ensemble. Ils n'avaient pas précipité les choses, prenant le temps de construire quelque chose de solide, pour eux-mêmes et pour les enfants. « À quoi penses-tu » demanda Laurent, en remarquant son expression songeuse. « Je pense à cette petite
Fille qui a sauté dans une piscine sans réfléchir, répondit-elle avec un sourire. Je me demande si elle avait la moindre idée de ce qu'elle mettait en mouvement. Laurent suivit son regard vers Léonie qui, à 10 ans maintenant, aidait Thomas à construire un château de sable monumental. L'effet papillon, un battement d'ailes qui déclenche une tempête à l'autre bout du monde, ou dans notre cas, un plongeon qui transforme des vies entières. Il continue